Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau d'LCI. Bonjour Patrick Légeron, merci Bonjour. d'être là. Vous êtes psychiatre, vous êtes spécialiste du stress en entreprise, vous dirigez également le cabinet de conseil Stimulus et vous venez de publier Le stress au travail, un enjeu de santé. Ça fait longtemps qu'on se connaît, parce que ça fait longtemps que je suis sur LCI, mais ça fait surtout très longtemps, vous, que vous vous intéressez à ce sujet qui n'était pas pris très au sérieux il y a une quinzaine d'années et qui aujourd'hui devient un enjeu pour les entreprises. Donc là, c'est votre deuxième ouvrage sur le sujet, 15 ans après. Qu'est-ce qui a changé? J'allais dire beaucoup de choses et pas Ouais, beaucoup de choses. ouais, Beaucoup de choses, d'abord, c'est que la France s'est intéressée enfin à ce thème. ouais, Puisque, au début des années 2000, ouais, quand j'ai écrit la ouais. première version de ce livre, ce n'était pas un sujet. Aucun gouvernement n'en parlait, les partenaires sociaux n'avaient pas du tout j'allais dire, discuté sur ce thème, aucune entreprise ne s'était engagée là-dedans, et maintenant, évidemment, on en parle. Mais il a fallu qu'on en parle de manière dramatique. Il a fallu Ouais. d'abord la vague du harcèlement moral, dont on a beaucoup parlé, et puis surtout celle des suicides. On en parle beaucoup, donc c'est ça qui a changé. Dans toutes les entreprises, les partenaires sociaux, les médecins du travail sont impliqués sur ces thèmes de la souffrance psychologique, du stress au travail, du burn-out. Mais qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est que les résultats ne sont pas là. Une dernière étude de l'Institut national de veille sanitaire montre que la souffrance psychologique au travail augmente. Mm. Et ces dernières années, elle a encore augmenté. Alors, Ouais. comment expliquer cela? Il y a deux explications. D'abord, le stress est de plus en plus puissant, c'est-à-dire que nos environnements de travail sont de plus en plus contraignants psychologiquement. Et c'est vrai que la crise en ajoutant, on s'aperçoit que travailler devient quelque chose d'assez dur pour beaucoup de personnes. Mais il y a une deuxième explication sur laquelle je veux insister, Mm. c'est que, alors que nos connaissances scientifiques sont relativement poussées dans la connaissance du stress au travail et du phénomène de stress tout Ouais, court, ouais. eh bien on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre ces connaissances justement et ce qui est fait dans les entreprises. Les entreprises n'utilisent pas nos connaissances actuelles pour lutter contre le stress au travail. Alors, 15 ans, c'est long et c'est court, c'est-à-dire qu'il faut quand même du temps aussi pour que les entreprises s'y mettent, prennent à bras-le-corps cette question. Les entreprises ont Non? pris d'une certaine Ouais, façon à bras le corps. Dans mon ouvrage, ouais, je dis qu'on est passé du déni, ouais, c'est-à-dire c'était un non-sujet, ouais, à du faux semblant. ouais, Du faux semblant, c'est-à-dire que la vitrine est des fois assez belle. On ouais. voit des entreprises qui mettent en place des numéros verts, on voit des entreprises qui forment leurs managers en une demi-journée de sensibilisation. On ouvre des conciergeries, des services Ouais. pour les salariés, pour les alléger de soucis de la vie personnelle. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas se reposer des questions fondamentales sur l'organisation du travail, qui est de Ouais. plus en plus dur, avec des objectifs à atteindre de plus en plus difficiles? Et ne faut-il pas également interroger le management? Vous savez, les enquêtes européennes, je pense aux enquêtes faites par l'Union européenne, faites également par Eurostat, Ouais, montrent ouais. que nous sommes le pays dans lequel les salariés ressentent le moins de reconnaissance au travail. Nous sommes le pays. Les Danois pensent à 85% qu'ils sont reconnus dans leur travail, alors qu'en France, c'est moins de 50%. Donc on a un vrai problème aussi de management. Oui, mais alors j'imagine que les entreprises, même si elles ne sont plus dans le déni, vous disent que les salariés aujourd'hui, ils exagèrent un petit peu, ils sont pas très motivés, ils sont un peu chochottes, on peut plus rien leur dire. Le moindre, il y a aussi Oui, cette réaction-là, oui. c'est-à-dire de dire aujourd'hui on est quand même dans une culture du loisir, donc finalement on accepte beaucoup moins de choses qu'on pouvait en accepter par le passé. Bien entendu, l'être humain a évolué, il a des exigences de bien-être, des exigences de non-souffrance. Mais vous savez, la médecine a connu ça. Ouais. Pendant longtemps, les gens acceptaient de souffrir. Mm. Une femme en accouchant, quand on laisse Ouais. chez le dentiste, maintenant plus aucun être humain dans nos sociétés évoluées, accepte d'avoir mal. Et Ouais. donc la douleur en médecine est combattue. Eh Ouais. bien, je pense que le progrès dans le monde du travail, c'est aussi cela, c'est-à-dire de faire en sorte de favoriser le bien-être, non pas dans un monde de bisounours, Ouais, ouais. mais également de lutter contre ça. Et d'ailleurs, quand vous dites qu'il y a une perte de motivation, c'est à la fois vrai et faux. Ouais. Par exemple, les jeunes générations sont extrêmement impliquées dans le travail, mais pas Mm. dans n'importe quelle forme de travail. Ils veulent travailler. Les Français veulent travailler. Ouais. Je ne pense pas que les gens ne veulent
ne rien faire. Je pense que ce que les gens n'acceptent plus aujourd'hui, c'est des conditions de travail, d'organisation, dans lesquelles vous n'êtes jugé que sur des chiffres, dans lesquelles finalement votre manager n'est là que pour vous superviser, non pas vous aider. Ils veulent s'épanouir, donner un sens à leur travail, et ça, c'est quelque chose qu'il faut interroger si on veut lutter contre le stress au travail. Alors c'est amusant parce que ce matin, dans mes mails, je suis tombée sur un communiqué de presse d'un institut qui, donc c'est Ipsos qui a fait un sondage, et j'ai rapproché ça de chiffres d'il y a 15 ans. On a posé la question à ce que cherchaient les salariés. Ils veulent avant tout des marques d'humanisation. 94% souhaitent qu'on leur sourie, 92% attendent qu'on les complimente sur leur travail, et 90% attendent qu'on leur dise bonjour et au revoir. Ça Exactement. paraît absolument Eh incroyable, bien c'est oui, du mais basique. c'est la réalité. Vous savez, quand on aborde les problèmes de stress au travail, les entreprises vous disent, mais vous savez, nous sommes confrontés à la mondialisation, à la compétition. Si nous commençons à nous intéresser au bien-être des salariés, nous n'allons pas résister à tout ce qui est notre environnement Mais ce qui nous sont met des en petites danger. choses aussi Et ils parfois. pensent que les salariés demandent toujours plus, de travailler moins, d'avoir des Ouais. salaires plus élevés. Évidemment, c'est en partie vrai, mais ces sondages montrent, et nous, dans les études que nous faisons dans notre cabinet, nous voyons que la reconnaissance, simplement être reconnu comme un être humain, être reconnu comme quelqu'un qui contribue, avoir du sens à ce que l'on fait, est tout aussi important. Et ça, Ce sont des petites choses en ce sont fait. des Ouais. petites choses, ce sont des petites choses relativement faciles à mettre en place. À partir du moment où une entreprise définit cela comme un objectif majeur, rendre l'entreprise humaine, et j'allais dire, ça ne plombe rarement la trésorerie d'une entreprise. Le burn-out, c'est quoi par rapport au stress? Ah, vous savez, le burn-out est un vaste sujet. Ouais. D'ailleurs, l'Académie de médecine rendra un rapport assez prochainement sur ce thème, parce que le burn-out est un terme utilisé en long et en large, mais qui, pour les spécialistes, les psychiatres, est un concept qui n'existe pas. On parle surtout de dépression, d'épuisement. Alors, le burn-out, c'est la forme extrême du stress, c'est-à-dire que le stress, au départ, est un moteur qui nous permet d'agir. C'est-à-dire, il faut un peu de stress. Moi, j'ai sans doute un petit peu de stress devant vous. Oui, Et ce stress va m'aider justement peut être positif, le à me stress. réveiller, à mettre en place mes idées. Mais lorsqu'il devient trop élevé, il commence à me fatiguer, à m'user. Et dans sa forme extrême, il m'épuise, il me détruit. Et ça a été décrit déjà il y a 80 ans, le burn-out. Ouais. Et c'est donc pas un phénomène nouveau. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, on voit le prophète Élie. Donc vous voyez que ce n'est Ouais. pas aujourd'hui, Ouais. qui est complètement, j'allais dire, abattu par la vanité de tous les efforts qu'il fait pour essayer de prêcher. Et la description qu'on trouve dans l'Ancien Testament de la grande fatigue du prophète Élie correspond quasiment mot pour mot à ce qu'on décrit aujourd'hui du burn-out. Donc le burn-out n'existe pas que depuis peu de temps. Ça existe depuis longtemps. Donc le burn-out serait l'aboutissement d'un stress extrême. Exactement. Le bore-out, alors nouvelle expression, il y a 2 pages dans Libération ce matin. Bore-out, ce serait un stress provoqué par l'inaction, en gros. Ce sont les deux pathologies du stress. Comme j'expliquais, le stress est un phénomène naturel. C'est un phénomène que nous avons depuis le début de l'humanité, même que les animaux, en tout cas les mammifères, ont. Et c'est un phénomène qui nous permet de nous adapter à toutes les situations difficiles. Donc nous avons besoin de stress, car en permanence, nous sommes confrontés à des challenges auxquels il faut faire face. Et donc, c'est le bon stress. Mais les deux pathologies du stress sont les deux extrêmes, c'est-à-dire quand vous n'avez aucun stress, quand vous n'êtes plus stimulé. Et on voit bien dans les expériences d'isolation sensorielle que les gens craquent aussi, quand il n'y a plus de stimuli autour de soi. Et donc, ça, c'est le bore-out. Vous n'avez plus aucune stimulation. Bore, ça veut dire s'ennuyer en anglais. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais. Et l'autre pathologie, après l'hypostress, c'est un peu l'hyperstress. Un peu comme dans la tension artérielle. Il faut un certain niveau de tension artérielle pour fonctionner. L'hypotension artérielle pour les médecins est une pathologie, tout comme d'ailleurs l'hypertension. Qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé au travail, quand on a... Alors la limite justement entre la pathologie et le stress normal, à quel moment est-ce qu'on doit s'inquiéter et se dire qu'effectivement on a un problème? Il y a beaucoup de conseils dans votre livre, il y a toute une partie une grande théorique, partie, mais il y a toute une partie où vous donnez des conseils. Mais déjà, qu'est-ce qu'on fait effectivement Alors, quand on est dans cette situation en entreprise? Ce que vous dites est important parce que la problématique du stress au travail, elle interpelle, j'allais dire, deux acteurs. Elle interpelle d'abord évidemment l'entreprise, le monde du travail, les dirigeants, les managers, etc. Et donc il faut agir là-dessus. Mais elle interpelle aussi l'individu. L'individu, je n'ose pas dire a une responsabilité, mais en tout cas a les moyens d'augmenter sa résistance, etc. Grosso modo, en étant simple, tout d'abord, ne pas investir uniquement dans le travail. Tous les gens qui craquent en burn-out, tous les suicides qui ont lieu dans le monde du travail et qui ont été analysés montrent que c'est des gens qui étaient surinvestis.
Alors, il ne faut pas désinvestir, mais il faut avoir d'autres pôles d'intérêt dans sa vie personnelle, dans sa vie relationnelle, dans sa vie tout court. Il n'y a pas que le travail. Et là, Facile à dire, pas toujours facile quand on a effectivement une pression oui, importante. oui, mais même si vous n'y consacrez que quelques heures Ouais. par semaine, vous avez un hobby. Le hobby D'accord. protège, ça c'est D'accord. important. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se couper des autres. Nous avons besoin de maintenir du contact. Il ne faut pas hésiter à avoir des liens, des amis, et même dans le monde du travail, d'échanger, de parler, c'est-à-dire ne pas rester seul avec ses problèmes. Et puis troisièmement, il faut augmenter sa résistance au stress. Et le stress est un phénomène, bien sûr, psychologique, mais aussi physique. Physiologique. C'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée, pratiquer de l'exercice physique. On sait bien à quel point l'activité physique protège du stress, ne pas abuser de tous ces faux amis du stress que sont le tabac, la cigarette, l'alcool, etc. Et puis développer... Dans le mental, Et voilà. ça c'est frappant dans Et le livre, ce que bien vous sûr, je dites, suis c'est psychiatre dire être optimiste. et non pas nutritionniste. Voilà. Donc, Oui, je ne vais oui. pas vous parler que de l'alimentation qui, évidemment, peut vous faire du bien, mais développer des attitudes mentales. Vous savez, psychologiquement, nous avons encore une richesse extraordinaire de relativiser les problèmes, de rester optimiste, d'être, j'allais dire, positif dans beaucoup de choses de la vie. Vous savez, Voltaire disait Ouais. déjà « Je suis heureux car c'est bon pour la santé ». Moi, j'ai envie de vous dire « Soyons heureux ». Ouais. Regardons les choses positivement, focalisons-nous davantage sur ce qui va que ce qui ne va pas, développons le sourire, développons le lien avec les autres, protégeons-nous du stress à travers des émotions positives, parce que le stress déclenche en permanence des émotions négatives, c'est-à-dire la peur, l'anxiété, la colère, la révolte, le mécontentement. Nous sommes libres de provoquer en nous-mêmes, de déclencher en nous-mêmes Même- beaucoup d'émotions positives. Même si on a le sentiment d'être quelqu'un de négatif, de voir toujours le verre à moitié vide, vous dites c'est pas ça s'apprend en fait. On Ça apprend à s'apprend. être positif. Je ne vais pas vous faire et- des comparaisons, j'allais dire, physiques, mais Ouais. de même qu'on peut augmenter sa capacité pulmonaire ou la résistance d'un muscle en s'entraînant, et bien de même, avec des techniques que je développe Oui, dans le oui, oui, livre, ou en étant aidé par des psychologues ou autres, on peut développer ses capacités à avoir un mental beaucoup plus positif, beaucoup plus résistant, beaucoup plus, comme disent les spécialistes, résilient au stress. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos environnements actuels, que ce soit professionnels ou urbains, c'est une des capacités extrêmement importantes. D'ailleurs, dans certaines écoles québécoises, cela s'enseigne très tôt à des enfants. Et c'est des choses que l'on devrait apprendre très tôt. Certaines entreprises l'apprennent également à leurs salariés. C'est-à-dire, Gérer le ouais. stress. Le stress management, comme disent les anglo-saxons, est une des compétences qui me semble les plus indispensables aujourd'hui pour affronter nos environnements de travail et de non-travail d'ailleurs. On n'a pas abordé, il y a beaucoup de choses hein, dans le livre, c'est un vrai problème de santé publique, d'ailleurs sûr. c'est un enjeu de santé, ça coûte très cher. à Ça coûte l'État. horriblement cher. Vous savez, les grands organismes comme l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau international du travail, l'OCDE, vous disent que nous sommes face d'abord au premier problème de santé au travail. Les problèmes de santé au travail, ce n'est pas l'amiante dont on a beaucoup parlé, qui sont évidemment des problèmes, c'est le stress au travail. Et le coût est considérable. On considère que c'est 2 à 3% du PNB des entreprises. Aux États-Unis, c'est évalué à 200 ou 300 milliards de dollars. C'est considérable. Le coût est considérable. C'est supporté largement par la communauté, par les entreprises en partie, par l'assurance maladie, Aussi, qui ouais. paye évidemment très largement tout cela, c'est-à-dire que nos cotisations contribuent à payer ce dégât. C'est un dégât économique autant qu'un dégât humain. Et ce qui est intéressant, et les quelques entreprises, surtout anglo-saxonnes ou d'Europe du Nord, qui ont calculé le retour sur investissement, sont formels. Quand vous vous intéressez au problème du stress au travail, quand vous investissez dans la lutte contre le stress au travail, eh bien cela rapporte. Moi, je me souviens avoir rencontré des dirigeants de Nokia il y a une dizaine d'années, à l'époque où c'était une très belle entreprise, qui dépensait des millions de marques, c'était les marques à l'époque, et ce que me disait ce responsable, il me disait « That's good business ». Il m'expliquait que chaque marque qu'il investissait là-dedans lui évitait d'en perdre 3 parce que l'absentéisme, Ouais, la perte tout de s'en ressent. productivité, les mouvements sociaux, le découragement, la mauvaise ambiance, c'est un coût. C'est un coût pour l'entreprise. Et comment aujourd'hui les entreprises peuvent-elles imaginer que c'est avec des gens en détresse psychologique, des gens mal psychologiquement, qu'avec des salariés dans cet état-là, qu'ils vont relever les challenges auxquels elles sont confrontées économiquement. Merci beaucoup Patrick Légeron, vous écouterez pendant des heures, vous ne nous Et je stressez parlerai pas. pendant des heures. Voilà, le stress au travail, un enjeu de santé, c'est tout à fait intéressant et puis surtout toute cette partie de fin qui est extrêmement utile sur effectivement comment apprendre à maîtriser le stress. Merci beaucoup, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Voilà, c'est l'heure du journal.